2 mai 1671. Un soleil doux de printemps réchauffe les ruelles de Jemappes, une seigneurie alors attribuée au comte de Hainaut. La vie est lente, la vie est lourde dans cette bourgade assez pauvre, recroquevillée à l'arrière de la ville de Mons. Mons a été il y a peu conquise par Louis XIV et rattachée à la France. Le roi Soleil a arraché le fief aux Pays-Bas espagnols, soumettant le Hainaut à un énième changement de gouvernance. La moitié des villageois travaillent dans les mines de charbonnage. L'autre moitié élève du bétail. Tous se traînent dans ce siècle de malheur, jalonné d'épidémies, de famines et de guerres. Soudain, par la fenêtre de la maison cossue de la famille Josse, un cri s'échappe, glaçant. Celui d'une femme qu'on voit maintenant apparaître sur le seuil de la porte, tenant dans ses bras le corps ballottant de son enfant sans vie. Le petit Josse est mort. Il n'avait pas 3 ans. La mère Josse est prostrée, déchirée d'une douleur d'autant plus assourdissante qu'il y a quelques jours à peine, son bébé d'1 an est déjà décédé. Alors que la foule se presse autour de la maisonnée, les pleurs se mélangent à la colère. 2 enfants morts sous les convulsions dans la même maison. Ça ne peut être que l'œuvre du démon. Ce drame a forcément été orchestré d'en haut et s'est joué ici-bas grâce à une intermédiaire. Un nom est sur toutes les lèvres. Marguerite Tiste. Marguerite Tiste est une sorcière. Les villageois se mettent en marche, comme un seul homme. C'est une foule emportée, colérique, qui se met en chasse. Il faut arrêter la sorcière. Il est 17h10 et c'est l'heure H de mon histoire. On connaît peu les histoires de ces femmes accusées d'avoir pactisé avec le diable. Souvent, les archives ont disparu. Elles ont été volontairement détruites. Et puis, rares sont ceux qui ont voulu raconter les récits de ces marginalisés. Pourtant, selon les spécialistes des chasses aux sorcières, plus de 100 000 procès en sorcellerie ont eu lieu en Europe durant les temps modernes. Et près de 50 000 personnes ont été brûlées, flambées sur des bûchers, essentiellement des femmes. Parmi elles, Marguerite Tiste, une des dernières personnes exécutées dans le Hainaut à la fin de l'âge d'or des chasses aux sorcières. Car 1671, la fin du XVIIe siècle, dit aussi le siècle de la raison, eh bien c'est tard pour croire à ces extravagantes inepties et rendre une justice de pacotille. D'ailleurs, un édit du Parlement de Paris ne va pas tarder à décriminaliser la sorcellerie, marquant le coup d'arrêt du phénomène répressif. Mais pour l'heure, dans les régions rurales éloignées du pouvoir central, où l'inconscient collectif se laisse facilement séduire par les explications surnaturelles, la persécution des femmes ensorcelées ou ensorcelantes est toujours de mise. Tout est parti d'une rumeur, comme toujours d'ailleurs, dans les procès de sorcières. L'accusation s'appuie sur des on-dit et des dénonciations douteuses. Quand les enfants Josse sont morts, on s'est souvenu que Marguerite Tiste les avait gardés. Elle leur avait donné une tartine beurrée à l'un, une compote de pommes cuite à l'autre. On s'est souvenu aussi qu'avant cela, Marguerite avait pris dans ses bras l'enfant d'une cliente à qui elle vendait une hotte de charbon et que pendant que celle-ci chargeait sa carriole, Marguerite avait donné un morceau de pain à son petit garçon en pleurs. Et que ce petit garçon était tombé malade et que dans ses crises de spasmes, il effrayait sa mère qui le disait possédé. Comment Marguerite s'y était prise pour ensorceler ses 3 enfants? Nul ne le sait, mais justement, ce mystère est d'autant plus révélateur d'une entreprise mystique. Dans les campagnes du XVIIe siècle, les superstitions ont le vent en poupe. À cette époque, on doute de tout sauf du pouvoir ténébreux des sorcières. C'est qu'on a peur. Peur de la crise économique et des estomacs vides, des guerres
et de leur cortège de morts, de disparitions et de séparations, des tempêtes qui dévastent les récoltes, des maladies qui déciment la population. Il n'y a que le diable pour créer un climat aussi épouvantable. Et le diable a une emprise sur terre grâce aux sorcières. Comprenez bien, la sorcière est la figure d'une époque rongée par le désespoir. Même le père de Marguerite se plaint de sa fille. S'il la bat, c'est parce qu'elle est possédée par le démon, tonne-t-il régulièrement. Parce que sa fille, la seule qui lui reste, est une incapable doublée d'une sataniste. Le père est ravagé par l'alcool et cogne sur Marguerite pour tromper le temps et la misère. Mais de cette brutalité-là, personne ne s'en émeut. Et puis, s'il faut un témoignage de plus, il y a celui d'une des amies de Marguerite qui rapporte que Marguerite elle-même s'estime dotée de pouvoirs particuliers, qu'elle est capable d'incantations et de maléfices, et que non, elle n'ira pas se confier au pasteur ou se faire soigner chez un exorciste. Parce qu'être ensorcelée, ça lui donne une aura, et qu'elle aime ça. Et enfin Marguerite, on l'a vue danser dans la rue, non loin de la maison des Josse. Même qu'elle relevait sa jupe en tournoyant sur elle-même, bras levés au ciel. Ça fait beaucoup tout ça, non ? Une délégation de villageois de Jemappes, tenant l'affaire fort au sérieux, décide de rapporter plainte et faits au magistrat de la ville de Mons. Car la sorcellerie relève bien de la compétence des tribunaux civils et non plus seulement de celle des juridictions ecclésiastiques. C'est la papauté, bien sûr, qui la première a mis en garde contre la sorcellerie. Déjà en 1233, la bulle du pape Grégoire IV donne l'assentiment tacite de l'Église à la recherche et l'extermination des sorcières et autres magiciens. Plus connue, la bulle du pape Innocent VIII en 1484 incite les inquisiteurs à engager des poursuites contre ceux qui invoquent les démons, leur rendent hommage et leur obéissent. Cette bulle pontificale a d'ailleurs poussé 2 inquisiteurs dominicains à rédiger le Malleus Maleficarum, le plus fameux des traités de démonologie. Le titre signifie littéralement le marteau des sorcières, et il faut le comprendre comme le marteau contre les sorcières. Publié en latin en 1486, le texte profite des débuts de l'imprimerie pour se répandre à grande échelle et consacrer la criminalisation des sorcières. Je dis sorcières, car le traité est profondément misogyne. Il féminise le crime. Il décrit les sorcières comme des femmes insatiables qui, pour satisfaire leur passion, folâtrent avec les démons. C'est un discours qui rencontre parfaitement celui de l'Église catholique. Les hommes d'Église, clercs ou théologiens, n'ont cessé de dévaloriser la femme, forgeant l'image de la pécheresse. La femme est menteuse, bavarde, infidèle, tentatrice et manipulatrice. Elle comble sa faiblesse mentale et son intelligence inférieure par un appétit sexuel vorace. Encline au péché de luxure, la femme cède plus facilement au pacte avec le diable. Satan passe par l'intermédiaire de ce maillon faible pour attaquer toute l'humanité. Ce Malleus Maleficarum essaime petit à petit dans toute l'Europe, se présentant comme un mode d'emploi pour la chasse aux sorcières, un manuel pour aider les inquisiteurs dans leur travail. Mais même ce traité plaide en faveur d'une traduction des accusés devant les tribunaux civils. Après tout, la sorcellerie implique des accusations de dommages matériels, de blessures, voire de meurtres. Comme dans le cas de Marguerite, qui a tué 2 enfants, pense-t-on. C'est donc devant le mailleur de la ville de Mons que les villageois de Jemappes portent leur plainte. Les fonctions de police lui reviennent. Le bailli écoute, acquiesce, penche la tête sur le côté avec un air grave et contenu.
Nul besoin de lui en dire plus. Il a toujours détesté ces femmes marginales qui s'adonnent à des activités mystiques. Il envoie 2 officiers dans le bourg de Jemappes qui, sans ménagement, procèdent à l'arrestation de Marguerite. La jeune femme ne semble pas du tout étonnée. Lasse, elle suit les hommes en uniforme jusqu'à l'ancien château comtal de Mons, où elle est enfermée. Elle est comme spectatrice de son propre destin, désengagée. Marguerite Tist ne semble pas avoir toute sa tête. Mais alors, est-elle vraiment une sorcière ? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Marguerite Tist, une jeune femme arrêtée en mai 1671 à Jemappes suite à des accusations de sorcellerie. D'après la rumeur publique, 2 enfants sont morts après qu'elle les a nourris, et un 3e est saisi de crises épileptiques mystérieuses qui lui donnent un air démoniaque depuis qu'il a été dans ses bras. Parmi les accusations portées contre les sorcières, figurait souvent celle-là, celle d'avoir fait mourir des enfants. La sorcière incarne l'antimère par excellence. Dans sa cellule au château de Mons, Marguerite Tist a l'air hagard. Elle est frêle, molle, de constitution malade, souffroteuse. C'est un oiseau pour le chat, cette jeune enfant à qui on peine à donner un âge. Elle-même ne sait plus dire quand elle est née exactement, plus ou moins 18 ans auparavant, a-t-elle déclaré au greffier à son arrivée. Le pasteur estime qu'elle a 14 ans. Sa marraine est venue dire qu'elle en avait 16. En fait, elle en a 22. Son acte de baptême est conservé dans les archives paroissiales de la commune de Jemappes. Marguerite est née en 1648, mais à ce moment-là, personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est la fille de Charles Tist, un très modeste marchand, et d'Agnès Dufaux, qu'elle ne connut jamais. Sa mère est morte en couche. Toutes ses sœurs sont également décédées, dont celle qui l'a initiée à la sorcellerie, comme elle l'expliquera bientôt. Marguerite est analphabète. Elle n'a jamais été à l'école. Sur les procès-verbaux de ses interrogatoires, elle signe d'un simple M, qui a l'allure hésitante des premières lettres d'enfant. Son père avait besoin de sa force de travail, alors depuis petite, elle enchaîne les petits boulots. Gardienne de vaches, main-d'œuvre dans une ferme agricole, servante, vendeuse de charbon. Elle a souvent été malade et encore plus souvent tabassée par son père alcoolique. Mais elle vit toujours avec lui. C'est une célibataire qu'aucun prétendant n'a daigné regarder. En fait, Marguerite, personne ne l'aime au village. Elle n'est pas laide à proprement parler, mais elle est loin d'être belle. Sa peau pâle renforce son air morbide et maléfique. Des cheveux foncés et filasses lui tombent sur les oreilles. Ses yeux noirs sont cernés de mauve. Son regard flotte dans le vide. Il s'échappe quand on le croise. Un rictus imbécile barre son visage. C'est sans doute ce qui dérange le plus, ce qui crée le malaise en sa présence. Marguerite a l'air folle. Elle est peut-être schizophrène et sujette aux hallucinations. En tout cas, victime d'une névrose que la médecine de l'époque n'a pas encore identifiée. Cela fait 5 jours qu'elle est prisonnière quand un officier vient l'extraire de sa cellule pour l'emmener dans la salle rouge de l'hôtel de ville de Mons, qu'on appelle alors la Maison de la Paix. Et ça en dit long sur la mission sociale qu'on donne au procès de sorcières. Ramener l'ordre et la tranquillité.
Marguerite doit comparaître devant les magistrats instructeurs et subir un interrogatoire. Il s'agit de déterminer si elle est oui ou non responsable de la mort des enfants et surtout si elle est oui ou non une sorcière. Nous sommes le 8 mai 1671. Le procès-verbal de cet interrogatoire compte 39 questions-réponses et il est saisissant de voir combien les juges prennent les questions du Malleus Maleficarum, l'œuvre majeure de démonologie dont on a parlé, comme un véritable guide pour déceler le crime de sorcellerie. Marguerite ne comprend pas très bien ce qui se joue. Elle ne connaît ni les lois ni ses droits. Elle ne repère rien du manège des questions posées de manière à induire la réponse, à créer une logique de culpabilité. Ce qu'elle craint en revanche, c'est la torture. Car les récits de torture pratiqués à cette époque dans le Hainaut sont insoutenables. Pour faire avouer les femmes d'être des sorcières, le juge fait appeler le maître des hautes œuvres, aussi appelé le maître exécuteur de haute justice. Oui, enfin, autrement dit, le bourreau. Lui et lui seul peut soumettre des individus à la question extraordinaire, c'est-à-dire à la torture légale. Il les arc-boute sur un chevalet avec un entonnoir dans la bouche et les gave d'eau chaude puis d'eau froide. Il leur désarticule le corps, les brûle avec du métal chauffé à blanc, leur brise les os des jambes avec des brodequins. Une pratique courante était celle de l'estrapade. La suspecte est hissée en haut d'un mât par les mains liées derrière le dos. Le bourreau la laisse retomber brutalement au ras du sol, ce qui provoque, à force de répétition, la dislocation des bras, la brisure des jambes, la fracture de la clavicule ou des omoplates. Un autre supplice répandu consistait à jeter l'accusée dans l'eau, pieds et poings liés. Si elle ne coulait pas, c'est qu'elle était coupable. Si elle se noyait, c'est qu'elle était innocente. Mais il était trop tard. Pile je gagne, face tu perds. Presque tous les procès de sorcellerie incluent de telles tortures. C'est qu'il faut à tout prix obtenir des aveux. Comment prouver sinon que l'accusé a pactisé avec le diable? En plus des aveux, les magistrats analysent les réactions émotionnelles. L'accusée pleure-t-elle? Oui, c'est qu'elle est rongée par les remords et qu'elle est coupable. Non, elle ne pleure pas. C'est qu'elle est insensible, possédée par le diable et donc coupable également. Les femmes n'ont aucune chance de s'en sortir sous la torture. Cette tactique est un piège. Je le redis, pile je gagne, face tu perds. Alors, face à la menace de la question extraordinaire, Marguerite avoue tout ce qu'il est possible d'avouer. Assise sur un banc qu'on appelle judicieusement la sellette, elle raconte comment sa sœur aînée lui a proposé, il y a quelques années, de l'emmener aux danses. Aux danses? Marguerite ne comprend pas. C'est quoi les danses? C'est où les danses? Elle refuse. Sa sœur insiste. C'est dans un lieu isolé, les danses. C'est loin, oui, mais elle la portera si Marguerite fatigue. Marguerite résiste. Elle ne veut pas y aller. Sa sœur s'obstine, supplie. Elle l'aidera, quoi qu'il arrive. Elles seront ensemble. Ce sera magique. Alors, Marguerite cède et l'accompagne. Elle marche dans la nuit, plusieurs heures. À l'écart du village, elle retrouve dans une clairière un groupe de plus ou moins 30 femmes qui se tiennent par la main et se mettent à danser dans une ronde envoûtante. La scène est éclairée par des chandelles aux flammes chancelantes. C'est hypnotique. Ah, il y avait aussi un homme extraordinairement noir de peau et habillé en gris. Quelques nuits après cet épisode, Marguerite est réveillée par cet homme. Il est très grand. Ce n'est pas sa peau qui est noire, ce sont ses poils. Il en est couvert. Il lui ordonne de le suivre et la menace. Si elle ne l'accompagne pas à nouveau aux danses, il lui fracasse le crâne avec un bâton. En revanche, si elle lui obéit, elle ne se retrouvera plus jamais dans la misère.
Il va la protéger, en faire son élu, c'est promis. Marguerite le suit et sort par la fenêtre. L'homme sourit et se présente. Il a pris un petit nom familier pour elle. Il s'appelle Philippe. Il lui applique de longs gants sur les bras et les genoux et instantanément, Marguerite se retrouve dans les airs, aveuglée direction les champs pour rejoindre la danse des sorcières. Les corps se meuvent de façon lubrique. À partir de là, l'homme revient presque toutes les nuits. Il est de plus en plus noir et lors de ses réunions sabbatiques, il se met à satisfaire ses passions brutales sur Marguerite. Ce que décrit Marguerite ici, en balbutiant, c'est la représentation parfaite du sabbat, cette prétendue assemblée nocturne de sorcières, associée à des rituels démoniaques. Dans la majeure partie des descriptions du sabbat, qui émergent tant des traités de démonologie que des pièces des procès, des éléments fondamentaux reviennent, créant une image semblable et stéréotypée de ce cérémonial. Les sorcières volent jusqu'au sabbat en chevauchant des manches à balai ou des bâtons, mais le plus souvent, elles sont transportées grâce à un onguent, une pommade enchantée fabriquée avec de la graisse d'enfant bouillie dont elles s'enduisent le corps et qui fait reluire leur chair. Ceux qui venaient au rassemblement pour la première fois devaient renoncer à leur foi chrétienne, profaner les sacrements et rendre hommage au diable. Ce diable, il a souvent une forme animale ou semi-animale. On parle beaucoup d'un bouc. Il peut aussi avoir une forme humaine, comme dans le témoignage de Marguerite où Philippe est un homme, bien que de plus en plus poilu. Cet imaginaire a en fait été façonné par les fantasmes des clercs et des lettrés du début du XVe siècle pour représenter les dangers de la sorcellerie, les faire entrevoir à leurs ouailles et les convaincre de l'urgence de lutter contre les sorcières. Car lors de ces rassemblements, les sorciers reçoivent des pouvoirs et la mission de détruire la société chrétienne. Vous l'avez compris. Le caractère subversif de cette supposée secte condense toutes les angoisses du complot. Durant ces réunions, ces individus sont supposés commettre toutes sortes d'actes horribles, dirigés contre la religion. On a dit qu'ils reniaient leur foi, dirigés contre la morale aussi. Ils pratiquent l'infanticide et le cannibalisme. Ils se livrent à des actes sexuels déviants tels que la copulation avec les démons, l'inceste ou la sodomie. Ce point-là, celui des orgies sexuelles, il est primordial. D'ailleurs, l'interrogatoire de Marguerite est malaisant. Il dénote cette façon qu'avaient les magistrats d'insister de façon morbide et libidineuse sur les rapports sexuels que les sorcières auraient avec les démons. Cette dimension sexuelle incarne le pacte avec le diable, selon les juges. Les magistrats insistent pour obtenir et orienter les détails. Marguerite a-t-elle eu une accointance charnelle avec Satan? Quand pour la première fois? Combien de fois? Comment était le pénis du diable? Et sa semence, était-elle froide ou chaude? Car la semence du diable, par essence contre nature, est réputée froide, glaciale, stérile. Marguerite a-t-elle ressenti du plaisir? Oui, répond-elle, c'est dans son sort. Sa sexualité déviante se profilant comme une évidence. Autre preuve accablante, la marque du diable. Après lui avoir demandé de renoncer à son baptême, Philippe lui a arraché son corset, explique Marguerite, et il l'a marqué sur l'épaule gauche. La blessure fait la taille d'un pouce. Le magistrat cherche le stigmate et le pique avec une aiguille. Marguerite ne bronche pas. Elle est insensible à la douleur. Et ça, selon les traités de démonologie, c'est une autre preuve de la corruption diabolique, un signe tangible, observable, irréfutable du pacte avec le diable. L'interrogatoire a pris cette tournure accablante.
D'une question découle la réponse qui induit la prochaine question. Une fois sous l'emprise du démon, Marguerite a-t-elle reçu l'ordre d'ensorceler des personnes? Eh bien oui, elle l'a reçu. Le dénommé Philippe lui a remis de la poudre maléfique en lui enjoignant d'en faire usage. C'est ainsi qu'elle déposa de la poudre grise sur la tartine du petit Josse, dans la compote de pommes de sa petite sœur et sur un bout de pain qu'elle donna à un autre bambin. Quand le père Josse la supplia de désensorceler ses enfants, elle pria Dieu et tous ses saints, mais sans résultat. C'était trop tard. Le sort avait pris. Il y a autre chose encore qui joue contre Marguerite. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle sent. Elle ne sent pas bon. Or, les juges ont appris qu'une odeur nauséabonde s'échappe du corps des sorcières quand elles se sentent menacées. Pour tout le reste, Marguerite nie. Non, elle n'a jamais prié le diable. Non, elle n'a fait mourir aucun animal. Non, lors des danses, il n'y avait pas de bouc puant à qui elle faisait la révérence ou dont elle embrassait le derrière. Non, au sabbat, elle n'a reconnu personne du village. Marguerite ne semble pas prendre la mesure des accusations. Elle est calme, contenue, effacée. Elle garde le silence la plupart du temps. Les questions sont bien plus longues que les réponses. Elle garde le silence, encore quand les gardes la reconduisent, attachée à une corde, dans sa cellule du château de Mons. Et là, elle attend. Plus rien ne se passe pendant 1 mois et demi. Elle a des rats pour seule compagnie et des fers qui lui broient les chevilles. L'enquête contre Marguerite continue pourtant. Le 17 juin 1671, les échevins de la ville reçoivent le rapport des médecins légistes chargés d'autopsier les dépouilles des enfants décédés. Il est fort difficile, écrivent les 2 médecins, d'affirmer que la mort résulte de maléfices et de sortilèges, plutôt que de maladies naturelles. Il faudrait, disent-ils encore, demander l'avis d'un exorciste, plutôt que d'un médecin. Autrement dit, l'empoisonnement ne peut pas être prouvé. Et s'il n'y a pas d'empoisonnement, il n'y a pas de crime. S'il n'y a pas de sortilège, il n'y a pas de sorcière. Les médecins légistes viennent-ils de sauver Marguerite Tiste d'une condamnation atroce? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme du Hainaut, Marguerite Tiste, qui à 22 ans est interrogée dans la salle rouge de l'hôtel de ville de Mons pour des accusations de sorcellerie. Elle est enfermée depuis près de 2 mois dans le château de Mons quand se réunit le conseil pour délibérer sur les pièces du procès. Marguerite n'est pas au courant de cette séance. La présence de l'accusé n'est pas nécessaire pour lui rendre justice. Elle n'a plus le droit à la parole. La cour de justice est composée de 8 échevins. Au XVIIe siècle, ce sont bien les échevins qui sont habilités à juger n'importe quel délit, qu'il soit criminel ou civil. Le mayor préside l'assemblée. Le bailli, lui, en tant que représentant du comte de la ville, joue le rôle du ministère public. Tous ces hommes, issus de la noblesse ou de la bourgeoisie, portent des chapeaux et de longues barbes. Ils sont assis autour d'une lourde table en chêne recouverte des pièces de l'affaire. Déclaration de témoins, procès-verbal de l'interrogatoire de Marguerite et rapport des médecins légistes. Un document qui, je le rappelle, disculpe la jeune femme de l'accusation d'empoisonnement puisque rien n'indique que les enfants ne sont pas décédés de cause naturelle. Un peu à l'écart
Un greffier est chargé d'écrire tout ce qui va se dire pendant l'audience. Il n'a pas l'air à l'aise de participer à ce simulacre de procès qui se joue sans public et sans accusé sur base de dénonciations et d'aveux arrachés sous la menace de la torture. 2 avocats ont été mandatés pour la défense de la prétendue sorcière, mais ils la défendent sans conviction. C'est à peine s'ils ne plaident pas contre elle. Soit ils croient à ces âneries de relation avec le diable, soit ils craignent qu'une défense trop véhémente soit le signe de leur propre compromission avec le malin. Maître Mercier, par exemple, est en train de rappeler que la prisonnière, ayant confessé, elle doit être tenue pour sorcière et mérite de perdre la vie par le feu, le bûcher étant la mort réservée aux hérétiques. Quoique compte tenu de son jeune âge, il suggère de la condamner à la mort par une saignée du pied en l'eau, avant de lui mettre le feu. Charmante attention. Le second avocat de Marguerite est absolument d'accord. Il y a suffisamment de preuves pour la condamner, dit-il. Mais il propose en revanche de l'étrangler, comme de coutume, au poteau sur lequel elle sera ensuite brûlée. Un des échevins, lui, ne croit pas les aveux de Marguerite obtenus sans torture. Il y a pas mal de variabilité dans ces versions, explique-t-il. L'échevin propose de la soumettre à la question. Comprenez? De la torturer pour vérifier ses propos. Si elle confirme, c'est le bûcher. Si elle se rétracte, c'est le bannissement. Ce serait un comble, non? Marguerite a tout avoué pour échapper à la torture, et voilà qu'on la torturerait pour vérifier ses aveux. Le tour de table continue ainsi. 7 autres échevins et le bailli donnent leurs avis. En présence des échevins, le mailleur lui lit la sentence. Convaincu de crime de lèse-majesté divine, celui de sorcellerie, Marguerite est condamnée à être étranglée, puis brûlée. Quand elle entend le verdict, la prétendue sorcière est traversée par une vague d'apaisement. Oui, elle est soulagée d'en finir. La mort est une promesse de libération, car en l'état, la prisonnière peut à peine tenir debout. Ses conditions de détention sordides en sont venues à bout. Après tout, puisque c'est une sorcière, on peut la battre, se disent les geôliers. Puisqu'elle a une sexualité débridée, on peut la violer. Marguerite est par ailleurs soulagée de ne pas subir la mort atroce par le feu, mais de bénéficier d'une mesure de clémence, sous la forme de cet étranglement préalable. Ça ira vite, se dit-elle. Elle voit l'étranglement comme un adoucissement de sa peine, une faveur, alors que les juges ont une autre idée en tête quand ils raccourcissent le trépas. Ils veulent éviter que dans la souffrance et le désespoir, l'hérétique s'adonne à des imprécations et renoue son alliance avec le diable, le tout devant la foule qui doit, lors d'une exécution, croire au salut de la condamnée. La salle rouge porte bien son nom, pense Marguerite, alors que des rayons de soleil baignent la pièce d'une lumière pourpre en transperçant les vitraux. C'est la couleur du sang, la couleur du pouvoir. Elle est extraite de ses pensées par le maître des hautes œuvres qui lui saisit le bras brutalement et la met au carcan. Il lui enfile un collier de fer qui servira à l'attacher au poteau d'exécution. Marguerite cherche son souffle, respirant à peine, prémisse de la suffocation qui l'attend. Elle est ensuite ramenée en prison pour prendre un dernier repas. On lui sert une pinte de vin pour la détendre, mais pas plus. Il ne faut pas que la boisson affaiblisse sa raison. On veut, c'est écrit dans le règlement, qu'elle ait bien conscience du moment qu'elle va vivre. On lui enfile une chemise imbibée de soufre et de camphre, des matières inflammables. On accroche une corde à son collier. On la tire de sa cellule. Pieds nus, les chevilles marquées par les fers qu'elle a portés, Marguerite grimpe sur la charrette qui la conduit sur la place du marché, l'actuelle Grand Place de Mons.
Elle tient une torche ardente dans la main gauche. Elle tient la flamme qui la brûlera bientôt. En approchant, elle entend les acclamations de la foule, celle-là même qu'il avait rejetée, suspectée puis dénoncée 2 mois plus tôt. La mort publique est une fête populaire, une mondanité, un événement incontournable. Les artisans ont fermé boutique. Les habitants se sont pressés sur la place depuis midi pour être certains de ne pas rater le spectacle. Ils attendent la condamnée en chantant, en riant, en claquant des mains. Oh, certains ont payé cher l'accès aux fenêtres, aux balcons et aux toits environnants pour avoir une meilleure vue. Ils veulent tout voir du trépas de la sorcière qui augure la fin des malheurs de la petite communauté. Voilà la foule qui s'écarte pour laisser passer la procession. Elle hue Marguerite, l'insulte, lui crache au visage. La condamnée n'accorde aucune attention à cette haine populaire. Elle ne voit même pas les parents Josse qui sont au premier rang. Elle est entièrement focalisée sur l'échafaud qui s'approche. Un poteau en bois de 2 mètres de haut est fiché dans une espèce de hutte conique, toute faite de fagots. La plupart des condamnés à mourir par le feu ne montaient pas sur le bûcher, comme on se l'imagine souvent. Ils entraient dans celui-ci. Marguerite monte les marches de l'échafaud, elle s'agenouille. Un prêtre la confesse et lui fait répéter à voix haute et intelligible qu'elle regrette et demande la grâce de Dieu. Puisqu'elle ne peut plus échapper à une mort temporelle, elle doit se soucier du salut de son âme. Elle doit se repentir de ses actes et espérer la miséricorde divine. Cette mort est un moyen de se purifier, lui promet le prêtre en brandissant vers elle un crucifix. Marguerite embrasse la croix, puis se faufile dans la maisonnette de bûches et de fagots. Elle en ressort juste le haut du corps. Elle est enfermée jusqu'à la taille. Le bourreau l'attache au poteau, corde autour du cou et chaîne en fer autour de la taille. Puis, il allume le feu. Il veut que la sorcière sente l'odeur et l'ardeur des flammes avant d'être étranglée. En se consumant, le bois vert occasionne une épaisse fumée. Le prêtre exorcise le bûcher avec de l'eau bénite et à grands coups de goupillon. Soudain, le maître des hautes œuvres tire sur la corde qui serre le cou de Marguerite. La foule hurle de bonheur, elle exulte. Le corps de la sorcière s'affaisse et se fait lécher par les premières flammes. La foule reste encore. Elle acclame le bourreau qui verse de l'huile sur le feu pour accélérer l'incinération. Le corps doit brûler jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres et en poudre. Il faut détruire le mal qui se loge dans chaque parcelle de la dépouille des sorcières. Tout doit disparaître et partir en fumée. Le feu joue un rôle purificateur qui permet d'endiguer la contamination démoniaque, d'éradiquer la gangrène de l'âme. Mais l'odeur est affreuse. Portée par le vent en direction de Jemappes, là où Marguerite a été ensorcelée. Nous sommes le 27 juin 1671. Vient de mourir sur la place du marché de Mons, une des dernières sorcières du Hainaut. Marguerite était parfaitement inoffensive, mais ses concitoyens en étaient convaincus. Elle détenait un pouvoir de nuire sans limite. Elle était comme la plupart des femmes condamnées pour sorcellerie, étrange, marginale, voire folle, délirante, hallucinée. Elle était un bouc émissaire sacrifié sur l'autel de la paix sociale, parce qu'il fallait bien une coupable pour ces enfants morts d'une maladie mystérieuse. Il fallait bien calmer les esprits et identifier un jeteur de sorts, une jeteuse de sorts.
Les historiennes et les historiens de la sorcellerie ont longuement mis au jour les mécanismes idéologiques qui ont facilité la persécution des sorcières en Europe durant les temps modernes. Ils l'ont parfois dénoncé comme une violence institutionnelle à l'égard des femmes, comme une manifestation de l'hégémonie patriarcale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la sorcière, de créature maléfique, est devenue une icône féministe, l'étendard du féminisme postmoderne. Les spécialistes ont aussi souvent relégitimé ces figures subversives, au point qu'un vaste mouvement de réhabilitation a été lancé un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, depuis 2017, un mémorial proclame l'innocence des 19 sorcières de Salem, pendues en 1692. En Écosse, la première ministre a présenté des excuses officielles en 2022 aux quelques 4000 personnes, en immense majorité des femmes, victimes des chasses aux sorcières menées dans le pays entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Chez nous aussi, certaines communes ont amorcé un devoir de mémoire face à ce sombre passé. À Nieuport, une plaque dans l'hôtel de ville rend hommage aux victimes des procès de sorcellerie. À Crisnay, un chemin est attribué à leur souvenir, le chemin du bac des Macrales. Et concernant Marguerite Tist, alors, eh bien en 2014, un groupe de Montois a fait circuler une pétition réclamant aux autorités communales la réhabilitation de la jeune femme. Elle n'a pas abouti. Pas encore peut-être. Mais je vous le disais au début, si on connaît peu l'histoire de ces femmes accusées d'avoir pactisé avec le diable, souvent parce qu'on n'a pas voulu les raconter, on connaît dorénavant celle de Marguerite Tist. Elle avait 22 ans quand elle a brûlé sur la place du marché de Mons. Non pas parce qu'elle avait vendu son âme au diable, non, mais parce qu'elle n'épousait pas les codes de sa société. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Céline Raz et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.